J'aimerais maintenant inviter notre premier conférencier, Dr Martin Gigé, qui est là-bas. C'est quelque part? Ben, bonjour. Hématologue, oncologue à l'hôpital général juif Sir Mortimer Davis et professeur de médecine à l'université McGill à Montréal. Sa présentation s'intitule Myélome 101, la base. Alors, cette présentation sera en français. Dr Gigé. D'abord, j'aimerais vous dire que ça me fait extrêmement plaisir d'être ici parmi vous ce matin. J'aimerais remercier les organisateurs de leur très aimable invitation. Et la mission qu'on m'a donnée aujourd'hui, c'est, je ne parle pas de traitement, je ne parle pas de maladie. On m'a demandé de vous parler de la physiologie du myélome. C'est quoi un myélome multiple? Souvent, on entend dire, ou je me fais demander, j'ai le myélome multiple, c'est un cancer du sang, c'est un cancer de la moelle, c'est un cancer des os, puis en réalité, c'est rien de tout ça. Et je vais essayer de vous montrer de la façon la plus simple possible, c'est quoi au juste un myélome et pourquoi, à un moment donné, une personne peut développer un myélome multiple. Je vais voler mon truc. Merci beaucoup. Alors, je pointe vers quoi? OK. Alors, donc, mon plan est facile. Je vais essayer de vous parler de la physiologie normale du plasmocyte et ensuite de vous parler de la physiologie néoplasique du plasmocyte. Donc, on commence par la physiologie normale. Donc, si vous êtes dans un salon et vous voulez bien paraître, vous dites que le myélome multiple, ça résulte d'une prolifération cancéreuse d'une cellule responsable de la production d'anticorps qu'on appelle le plasmocyte. Donc, autrement dit, vous savez que les anticorps, c'est fait pour vous défendre contre les infections. Donc, un myélome multiple, tout simplement, c'est un cancer d'une cellule spécifique du système immunitaire. On est dans le cancer du système immunitaire. Pas cancer du sang, ni cancer des os, ni cancer de la moelle. Alors donc, qu'est-ce que ça fait des anticorps? Le myélome, c'est un cancer d'une cellule qui fabrique des anticorps. Alors ici, vous avez, dans le petit carré à gauche, vous avez un macrophage, un globule blanc qui voit des bactéries. Et normalement, le macrophage, lui, son rôle, c'est de phagocyter, ou ben non, de manger la bactérie qu'il voit. Et les anticorps, ce que ça fait, c'est que ça va se fixer à la surface des bactéries parce qu'ils les reconnaissent et ça crée une opsonisation. Opsonine, c'est un mot qui vient du grec qui veut dire friandise. Alors, la bactérie apparaît comme une friandise pour le macrophage et puis, donc, la phagocytose se fait de plus rapidement. Et donc, les anticorps ont un rôle à jouer dans l'efficacité de l'élimination des antigènes étrangers et des bactéries. Alors, d'où vient le plasmocyte? Alors, ici, vous avez, je vous montre une moelle, vous avez un os avec la moelle osseuse, et vous voyez que la moelle osseuse, ici, fabrique des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, mais il n'y a pas de plasmocyte là. Le plasmocyte ne provient pas de la moelle osseuse. Alors, il faut savoir comment on en arrive à former un plasmocyte qui éventuellement va devenir cancéreux et causer un myélome. Alors donc, là, vous avez une cellule ici, là, que je montre par la flèche bleue, qui est un lymphocyte B. Alors, on va faire un voyage avec ce lymphocyte B, et là, je vais vous montrer dans ce voyage-là comment ce lymphocyte B, là, plus tard, va devenir un plasmocyte et va être, si quelque chose arrive de croche, ça va être la cause du myélome. Alors, donc, si vous voyez le plasmocyte ici, le plasmocyte, il va faire un grand voyage. Il va d'abord maturer dans la moelle osseuse et après avoir maturé dans la moelle osseuse, il va s'en aller dans les ganglions. Je vais y revenir un peu plus tard. Et après, ce petit lymphocyte B-là va se transformer en plasmocyte et va revenir s'installer dans sa maison qui est la moelle osseuse. Mais d'abord, il faut comprendre que si vous êtes un lymphocyte B et que vous êtes dans la moelle, vous allez travailler fort pour pouvoir acquérir à votre surface, ce que je montre ici, il y avait comme deux petits Y, ce sont des immunoglobulines. Si vous n'êtes pas capable d'acquérir des immunoglobulines à votre surface, vous ne pourrez jamais sortir de la moelle, vous allez mourir là, puis vous ne pourrez jamais devenir un plasmocyte à la fin. Donc, c'est ça que je vais vous expliquer tranquillement. Alors, je vais passer à... Alors là, imaginez ici, vous avez dans le bas à gauche le lymphocyte B qui n'a absolument rien. Et là, il va aller à l'université.
quand il est dans la moelle osseuse, c'est un petit peu comme s'il était à l'université, et il faut qu'il apprenne à construire ces immunoglobulines de surface, donc qui vont capter les antigènes, qui vont capter les bactéries, et c'est un processus très compliqué parce qu'il faut qu'il prenne sa chaîne lourde, sa chaîne légère, il y a de la difficulté, donc s'il n'est pas capable, il meurt. L'apoptose, ça veut dire qu'il meurt. Ensuite, quand il réussit à construire son récepteur d'immunoglobulines qui va aller capter des antigènes, bien, s'il capte ses propres antigènes, il va vous détruire, donc lui, il faut l'éliminer, il va mourir. Et s'il réussit donc à faire son immunoglobuline puis il ne vous attaque pas, bien, il sort de la moelle osseuse et il devient un lymphocyte B naïf, parce qu'il n'a jamais rencontré son antigène encore, mais il y a juste 10 des lymphocytes qui réussissent cet exercice-là. Il y en a 90 qui sont éliminés et qui meurent. Alors donc, on est ici. Le lymphocyte B, il a réussi à maturer dans la moelle osseuse. Il vient de sortir. Et son rôle, lui, il ne peut pas rester dans la moelle. Il n'y a rien à faire dans la moelle, puis il n'y a rien à faire dans le sang. Il s'en va dans le système lymphatique, dans les ganglions, parce que les ganglions essayaient de voir ça comme des gros filtres et qui filtrent tous les antigènes. Alors, le rôle du lymphocyte B, lui, c'est d'aller reconnaître son antigène et partir une réaction immunitaire. Alors, je vais vous montrer. Donc, avant qu'on soit rendu ici, je vous montre ici ce qu'a l'air d'un ganglion. Si on fait une coupe d'un ganglion, ça a l'air comme de la chair, comme du poisson. Et si on va regarder en histologie, vous avez des follicules qu'on appelle des follicules lymphoïdes. Alors, le lymphocyte, lui, quand il rentre dans le ganglion, il va aller se cacher juste dans les follicules, puis il va attendre tranquillement de voir son antigène, et puis s'il voit son antigène, il va le capter. Et une fois qu'il va avoir capté son antigène, c'est le dessin que je vous montre, une fois qu'il va avoir capté son antigène, il va recevoir des signaux de lymphocytes qui sont à côté, qui ne sont pas des lymphocytes B, mais des lymphocytes T. Les lymphocytes T vont dire, vas-y, il faut que tu matures, et les immunoglobulines, ce qui lui permet de s'attacher à la bactérie, aux antigènes, sont pas très précis ici. Donc, il va aller maturer à l'intérieur du ganglion pour que ces immunoglobulines soient plus précises, soient plus raffinées pour attaquer des antigènes. Dans ce processus-là, il y en a aussi 90 qui vont mourir. Et si le lymphocyte B qui venait de la moelle, qui est sorti, qui s'est allé dans le ganglion pour aller se raffiner sur le plan capture d'antigènes, eh bien là, il va sortir du ganglion en plasmocyte. Donc, le plasmocyte naît de ce processus de maturation dans le ganglion, pas dans la moelle osseuse. Et il va aussi avoir en sortie un lymphocyte B mémoire. Ça, c'est un lymphocyte qui se promène dans le sang, puis s'il voit les antigènes, bien, il s'en rappelle, puis il va les capter de façon très précise. Mais là, on parle du plasmocyte qui vient de sortir du ganglion, donc il naît dans le ganglion, puis son rôle, c'est de s'en aller et retourner tout de suite dans la moelle osseuse. Il faut qu'il retourne dans la moelle osseuse. Alors donc, la partie supérieure représente la moelle ici. Donc, on est parti de la moelle, on a synthétisé une immunoglobuline, on s'est en allé tranquillement dans le ganglion, on a maturé, et là, le lymphocyte se transforme en plasmocyte. Alors, le plasmocyte, son rôle, lui, c'est de sécréter des immunoglobulines dans le sang pour pouvoir vous protéger contre les infections. Alors, ici, je vous montre une biopsie osseuse, et vous avez un plasmocyte qui est revenu, qui a fait son cheminement, il est parti de la moelle, il est allé dans le ganglion, puis là, il est revenu dans la moelle. Puis là, je vais vous expliquer qu'un plasmocyte, quand il revient dans la moelle, il ne peut pas vivre tout seul, là. S'il est tout seul, il va mourir tout de suite. Alors, il y a un micro-environnement, il y a un environnement, le plasmocyte est un environnement fantastique qui lui permet de survivre. Comment? Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, donc, ici,
vous avez un vaisseau sanguin, vous avez un plasmocyte qui est sorti du ganglion, puis qui est rentré dans le sang, puis il dit là, moi, je suis prêt pour aller produire mes immunoglobulines. Puis n'oubliez pas que quand un plasmocyte vient s'installer dans la moelle, ils peuvent rester 6 mois, 1 an, 2 ans, mais ils peuvent rester aussi 10 ans à produire des immunoglobulines. Alors, quand il rentre dans la moelle, comme vous voyez, il n'est pas tout seul. Vous avez en rouge ici les cellules stromales qui s'attachent, qui retiennent le plasmocyte et qui lui donnent des signaux de survie. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi ce qui est en vert, ici, la grosse cellule en vert sur laquelle il est collé, ce qu'on appelle la niche hématopoïétique. Il y a des cellules de la moelle osseuse qui, eux autres aussi, vont sécréter des protéines qui vont permettre au plasmocyte de survivre et de rester là des années. Sans ça, s'il n'est pas capable de faire ces contacts-là, il va tout simplement mourir. D'accord? Donc, un plasmocyte, quand il s'en vient dans la moelle, il reçoit plusieurs signaux de protéines, de facteurs solubles qui vont faire qu'il va pouvoir vivre longtemps. Alors, je vous donne juste un exemple. Lorsque le plasmocyte est dans la moelle osseuse, on voit ici, je vais juste vous mentionner, vous voyez qu'à la surface du plasmocyte, il y a toutes sortes de protéines. Et ici, il y a le B-cell maturation antigen, donc l'antigène de maturation d'un plasmocyte. Donc, c'est une protéine qui va se lier à d'autres facteurs, d'autres protéines qu'on appelle APRIL en particulier, et qui vont lui permettre de vivre longtemps. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne, mais les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, toutes les autres cellules qui sont dans la moelle contribuent toutes à faire survivre un plasmocyte pour qu'il puisse produire des immunoglobulines le restant de votre vie. Alors, les immunoglobulines, quand ils s'en vont dans le sang, sont faciles à détecter. Il y a un test qu'on appelle l'électrophorèse des protéines. Et vous voyez ici, à l'extrême droite, toutes les immunoglobulines se retrouvent là. Ils sont polyclonales, donc ça fait un dôme parce qu'il y a des millions d'immunoglobulines parce que vous allez rencontrer des millions d'antigènes et chaque immunoglobuline est faite pour capter un seul antigène. Alors donc, en résumé, un plasmocyte, si vous avez une pneumonie, vous avez ici les bactéries. Son rôle, c'est de sécréter les immunoglobulines qui causent une opsonisation et qui facilitent la phagocytose et l'élimination. Donc, un myélome va partir d'un plasmocyte qui est dans la moelle, qui fait sa job normalement, et pour une raison inconnue, va se transformer en cellule cancéreuse. Alors, c'est quoi la physiologie néoplasique du plasmocyte? Fabriquer des immunoglobulines, c'est compliqué. C'est une manufacture très complexe et puis il peut y avoir des erreurs qui vont se produire sur le plan des chromosomes, sur le plan des gènes, sur le plan des protéines et il va y avoir des événements génétiques accidentels comme des anomalies au niveau des chromosomes ou des mutations. Donc, dans le myélome multiple, on a souvent des échanges de matériel entre les chromosomes, et en particulier le chromosome, les bras longs du chromosome 14, bien, il n'est pas long, il n'y a pas de bras courts, mais dans la phase terminale des bras longs du chromosome 14, c'est là que sont les gènes qui produisent les chaînes lourdes d'immunoglobulines, et quand il y a des translocations entre les chromosomes, eh bien, ça peut déclencher naturellement une néoplasie. Alors, les types d'anomalies qu'on rencontre le plus souvent sur le génétique, en cytogénétique, c'est les translocations que vous voyez ici, 4,14, 4,16. Vous pouvez avoir plus de chromosomes, vous pouvez en avoir moins, une monosomie. Vous pouvez avoir des délétions, en particulier du chromosome 17, vous en avez entendu parler. Donc, il y a plusieurs événements génétiques et mutationnels qui peuvent arriver. Ça, c'en est un autre exemple, les événements cancérigènes. Quand on parle du plasmocyte normal
au myélome, mais en plus des translocations qui touchent les gènes d'immunoglobulines, vous pouvez avoir des mutations. Donc, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais je veux m'étendre juste sur le principe. C'est qu'à un moment donné, vous êtes bien installé, vous êtes confortable, vous produisez des immunoglobulines, puis à un moment donné, il arrive un accident génétique mutationnel et ça devient un cancer, puis on devient un myélome multiple. Alors, c'est ce que je montre ici. Donc, à ce moment-là, au lieu de produire, vous savez, un clone qui va se multiplier et qui va produire toujours la même immunoglobuline. Donc, vous allez avoir une protéine monoclonale, ça sera plus polyclonal. Puis, au lieu d'avoir un dôme ici, eh bien, vous allez avoir un pic monoclonal. Et vous savez, c'est toujours ça qu'on me demande toujours, docteur G, mon pic est à combien, tout ça? Bien, c'est parce que c'est produit par un seul clone de plasmocyte qui produit la même immunoglobuline. Et donc, c'est très facile à détecter avec un électrophorèse des protéines. C'est ce que je vous montre ici. Il y a aussi, toujours, quand on a un myélome, un surplus de sécrétion de chaînes légères. Et alors, donc, si vous êtes un myélome à chaîne légère kappa, en faisant le test qu'on appelle les chaînes libres, on peut détecter les chaînes libres qui sont sécrétées en quantité anormale. Malheureusement, selon les événements génétiques qui vont arriver, vous avez des événements génétiques qui vont vous classer dans les risques élevés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer avoir des années plus qu'un patient qui a, par exemple, un risque standard. Donc, les événements génétiques qui arrivent dans l'évolution cancéreuse d'un myélome vont vous classer dans un risque standard ou un risque élevé. Alors, le problème quand on a un myélome, c'est qu'on a une atteinte organique. Et naturellement, à cause des lésions osseuses, vous pouvez faire de l'hypercalcémie qui donne des symptômes désagréables. À cause des chaînes légères qui s'accumulent au niveau du rein, vous pouvez avoir une insuffisance rénale, vous allez avoir de l'anémie et vous allez développer des lésions osseuses. Les lésions osseuses, c'est ce qui embête le plus les patients qui ont un myélome parce que c'est douloureux et ça affecte beaucoup la qualité de vie. Alors, dans l'atteinte osseuse, on peut dire que 20 des patients qui ont un myélome vont avoir une fracture pathologique dans leur vie. Il y a 40 qui vont développer une fracture dans la première année après le diagnostic. Et il y en a 60 qui vont développer des fractures au niveau. Donc les lésions osseuses, c'est vraiment ce qui est le plus fatigant. Et pourquoi? C'est parce que dans un myélome multiple, normalement, chez un individu normal, il y a un équilibre entre la formation de l'os et la résorption de l'os. On en fait de l'os dans une vie normale, mais il faut qu'on en enlève aussi. C'est ce qu'on appelle la résorption. Alors, la résorption sont faites par des cellules qu'on appelle les ostéoclastes et la formation par des cellules qu'on appelle les ostéoblastes. Et il y a plusieurs facteurs de croissance. On ne rentre pas dans les détails, mais rappelez-vous qu'il y a des protéines qui favorisent la résorption, puis il y a des protéines qui favorisent la formation, et il y a un équilibre. Mais dans le myélome multiple, ce n'est pas les plasmocytes qui vont manger l'os. Dans le myélome, ce qui arrive, c'est qu'il y a un déséquilibre complet qui favorise les ostéoclastes, donc qui favorise la résorption osseuse, et il y a une inhibition des ostéoblastes de formation osseuse, à cause que les plasmocytes malins sécrètent encore là, des protéines et des récepteurs qui favorisent l'activité des ostéoclastes. Donc, les lésions osseuses qui sont si fréquentes sont créées par cette imbalance entre la résorption osseuse et la formation. Ce n'est pas une activité directe des plasmocytes sur l'os. Alors, donc, naturellement, la plus fréquente qu'on rencontre, celle qui les patients disent souvent qu'ils ont mal au dos, ce qui arrive très souvent, c'est qu'il y a des fractures vertébrales et quand on a une fracture, on a une perte de hauteur. Ça, c'est la hauteur normale entre les vertèbres. Et ici, vous avez une perte de à peu près 50 alors qu'ils peuvent être très douloureux. Alors, à ce moment-là, c'est quand on procède à la vertébroplastie, qui est juste d'injecter du ciment dans la vertèbre pour empêcher qu'elle s'affaisse et pour soulager la douleur. Dans l'anémie dans le myélome, elle est facile à comprendre.
vous avez à gauche une moelle normale avec la maturation de toutes les cellules, et à droite, vous avez une infiltration de plasmocytes. Alors, les plasmocytes prennent la place des bonnes cellules qui produisent les globules rouges, les globules blancs, et en particulier ici, une infiltration massive, naturellement, explique l'anémie chez le patient. L'insuffisance rénale, et je vous ai montré tout à l'heure que dans un myélome multiple, il y a toujours un excès de sécrétion de chaînes libres. Et il y a Henry Benz-Jones, en 1847, qui avait trouvé qu'il y avait comme, quand il chauffait l'urine, il y avait un dépôt qui se faisait dans l'urine, et on a découvert plus tard que ce dépôt, en réalité, représentait des chaînes légères qui étaient filtrées au niveau du rein. Vous avez un rein ici. Mais étant donné que la quantité de chaînes légères excrétées est trop grande pour la capacité de réabsorption du rein, eh bien, ça fait dans les tubules rénaux, il y a une inhibition du flot dans les tubules rénaux, ce qui cause l'insuffisance rénale. Alors donc, en gros, l'insuffisance rénale est causée surtout par la déposition de chaînes légères au niveau des tubules et leur blocage. Maintenant, pourquoi le myélome est si difficile à guérir? On vous dit toujours 5 minutes. Oh là là! Alors, on dit toujours 10 minutes. Okay. Moi, là, je vais vous expliquer sur le plan physiologique. Là, on a regardé la physiologie du myélome, d'où ça part, ça vient, il s'en va dans la moelle, il devient cancéreux. Maintenant, pourquoi on a tellement de misère à guérir un myélome? Eh bien, on nous a toujours montré que, habituellement, un cancer avait une évolution clonale linéaire. Linéaire, ça veut dire, vous avez, supposons, un plasmocyte cancéreux. Avec le temps, il acquiert une nouvelle anomalie génétique, il devient plus méchant. Il acquiert une nouvelle anomalie, il devient encore plus méchant. Mais cette évolution linéaire-là, on peut parvenir quand même à taper sur cette cellule-là avec des médicaments et on peut parvenir parfois à s'en débarrasser. Mais le problème avec le myélome, c'est que ce n'est pas une évolution linéaire. Dans le myélome, c'est une évolution par embranchement. Autrement dit, quand on diagnostique un myélome, qu'on fait une ponction de moelle, il y a déjà au moins 5-6 clones malins. Et c'est celui qui va prédominer l'autre qui va se manifester au moment du diagnostic, comme la théorie d'évolution de Darwin. Autrement dit, vous allez avoir le clone maître ici, qui va donner un second clone malin, un autre clone ici, un autre clone ici. On se ramasse avec 4, 5, 6 clones. Alors, quand on commence à traiter un patient, puis on dit « Hey, vous êtes en rémission complète », on s'est débarrassé d'un clone, mais il y en a 4-5 autres qui attendent de se manifester. Et c'est ça qui est embêtant. Et à ce moment-là, 18 mois plus tard, quand on dit « Ah, votre pic commence à monter », bien, c'est parce que c'est un autre clone qui se manifeste. Ce n'est pas nécessairement le même clone initial. Et l'idéal dans la vie d'un myélome, c'est que si on était capable de donner un coup d'hache ici au tout début, puis de tout couper les clones, bien là, probablement qu'on en arriverait à une cure. Mais on n'a pas été capable encore de surmonter le problème des clones dans le myélome. Il y a aussi le fait que, comme je vous ai dit, le myélome, le plasmocyte, quand il est dans la moelle, bien, il bénéficie de supports nourriciers, si je peux dire, puis qui permettent sa prolifération. Le plasmocyte malin, il n'est pas fou, lui. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se servir de ces signaux de survie pour pouvoir survivre. Alors donc, ça veut dire qu'en plus d'avoir de multiples clones, il va se servir des facteurs de survie qu'il y a dans la moelle. Alors donc, ça veut dire que dans le traitement, il ne faut pas juste essayer de taper sur la cellule, mais il faut essayer de couper ses sources d'approvisionnement de survie. L'autre chose, j'en ai pour 3 minutes, l'autre chose pour laquelle c'est difficile de traiter un myélome, c'est que quand on vous dit que vous êtes en rémission complète, c'est juste une rémission cosmétique. Cosmétique, ça veut dire, on vous dit, votre électrophorèse est normale, vos free light chains sont normales. Mais ça évalue seulement la capacité sécrétoire
Ça évalue juste la capacité du plasmocyte de sécréter des immunoglobulines. Puis quand il arrête de sécréter des immunoglobulines, on dit vous êtes en rémission. Mais en dessous de l'iceberg, là, il y a des corps morts, il y a des plasmocytes qui sont là, qui ne sécrètent pas et qui sont bien vivants. Puis on n'est pas capable d'évaluer la maladie résiduelle minimale. Donc, comme ce que je veux vous montrer ici, quand on vous dit vous êtes en SCR, c'est bien beau, mais il reste toujours une bonne partie des cellules en dessous, ici, puis on n'a pas été capable encore, de façon rationnelle, d'aller chercher ces cellules résiduelles minimales. Alors, c'est ce qui explique le pattern d'un myélome classique, donc une belle rémission, une rechute, une rémission, une rechute, et plus ça avance dans le temps, plus, naturellement, c'est difficile à traiter. Alors, donc, en résumé, je m'arrête ici. Si vous êtes dans un salon avec des amis, vous ne dites pas que c'est un cancer des os, de la moelle ou du sang. Le myélome, c'est un cancer d'une cellule du système immunitaire qu'on appelle le plasmocyte, dont la fonction primaire, la fabrication d'anticorps, essentielle à la défense contre les infections. Le plasmocyte réside dans la moelle osseuse après être né dans un ganglion. Il y a une interaction très étroite avec son micro-environnement, de tel que les cellules stromales et la niche hématopoïétique, qui sont essentielles à la survie. Et pendant son séjour dans la moelle, des anomalies chromosomiques mutationnelles déclenchent une prolifération cancéreuse monoclonale, conduisant à un myélome multiple, qui est difficile à traiter parce qu'il y a de multiples clones au moment du diagnostic. Je vous remercie beaucoup de votre attention.